J'ai passé 28 ans à essayer d'oublier ce qui s'est passé dans les forêts reculées du nord du Maine à l'automne 1995. Les rapports officiels ont parlé de défaillance matérielle et de négligence des ouvrières. Les compagnies d'assurance ont qualifié cela de cas de force majeure. Mais j'étais là et je connais la vérité sur ce qui nous a chassés de ces bois ancestraux dans une terreur absolue. Notre équipe de bûcheronnes avait été engagée par une grande société d'exploitation forestière pour défricher une parcelle de forêt primaire dans le nord du comté d'Aroostook, tout près de la frontière canadienne, là où la nature sauvage s'étend sans interruption sur des centaines de kilomètres. Le contrat promettait une excellente paie pour 6 semaines de travail, afin de déboiser environ 160 hectares de pins blancs d'Amérique et d'épicéas rouges de premier choix. Certains de ces arbres avaient plus de 250 ans, des géants massifs qui poussaient depuis avant la Révolution américaine, leurs troncs si épais que 3 personnes se tenant la main ne pouvaient en faire le tour. Je me souviens avoir regardé le contrat lorsque Patricia nous l'a montré pour la première fois, pensant que c'en était presque trop beau pour être vrai. La société forestière offrait des tarifs préférentiels, une prime de risque pour l'éloignement du site et des bonus si nous respections le calendrier de production. La plupart d'entre nous avaient des familles à charge et des prêts immobiliers à rembourser, et 6 semaines de travail à ces tarifs nous mettraient à l'abri pour les mois d'hiver lorsque l'abattage ralentit. Aucune de nous n'a pensé à demander pourquoi les tarifs étaient si élevés. Aucune de nous ne s'est demandé pourquoi une entreprise paierait des salaires de premier ordre pour ce qui semblait être un simple travail de coupe dans une bonne région forestière. Nous étions des bûcheronnes expérimentées, sûres de nos capacités, et l'argent était trop tentant pour le refuser. Cette assurance allait causer notre perte. Le contrat semblait assez simple. Nous formions une équipe expérimentée de 8 femmes, toutes des bûcheronnes chevronnées qui travaillaient ensemble depuis des années dans les vastes forêts du nord de la Nouvelle-Angleterre. Nous disposions d'un équipement moderne, 2 abatteuses groupeuses, 4, un débardeur John Deere et une chargeuse Link-Belt, capable de manipuler les plus grosses grumes que nous rencontrerions. L'entreprise nous fournissait un camp de base avec des dortoirs, un réfectoire et un hangar de maintenance à environ 3 km du chantier. L'équipe, dans diverses configurations, existait depuis plus de 10 ans. Patricia Hendricks était notre chef et la plus expérimentée d'entre nous, une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui avait commencé l'abattage à une époque où il y avait peut-être une poignée d'autres femmes dans tout le secteur. Elle s'était battue contre toutes les formes de discrimination et de scepticisme pour devenir l'une des opératrices les plus respectées de la région. Rosa Martinez pilotait notre abatteuse groupeuse principale avec une précision qui frisait l'art. Jennifer Clearwater et Maria Santos s'occupaient du débardage. Les autres, y compris moi-même, alternions entre divers rôles de soutien, maintenance, tri des grumes et la centaine d'autres tâches qui assurent le bon fonctionnement d'une exploitation forestière. Nous nous faisions confiance, comme seules peuvent le faire des personnes qui partagent un travail dangereux. Lorsqu'un arbre commence à tomber dans la mauvaise direction ou qu'une machine déraille sur un terrain difficile, il faut savoir que les gens autour de vous réagiront correctement pour assurer la sécurité de tous. Ce genre de confiance met des années à se construire, et nous l'avions. Nous nous étions sortis mutuellement de situations périlleuses plus de fois que nous ne pouvions le compter. Cette confiance allait être mise à l'épreuve de manière que nul d'entre nous n'aurait pu imaginer. Ce qui rendait ce travail inhabituel, c'était son isolement. Nous travaillions sur une parcelle de forêt privée qui bordait des zones sauvages protégées, soi-disant en raison de l'habitat du lynx du Canada, une espèce menacée, et de bassins versants protégés. La ville la plus proche se trouvait à plus de 110 km, et la piste forestière menant à notre site n'était guère plus qu'un chemin de terre défoncée qui serpentait à travers une forêt de plus en plus dense,
traversant de nombreux cours d'eau et grimpant sur un terrain qui ressemblait plus au bout du monde qu'à une partie des États-Unis continentaux. Notre chef d'équipe, Patricia Hendricks, qui exploitait ces forêts du Nord depuis plus de 30 ans, avait déjà travaillé dans ce secteur et nous avait prévenu que la couverture mobile était inexistante une fois la première grande crête franchie. Nous serions complètement coupés du monde extérieur, à l'exception du téléphone satellite de l'entreprise réservé uniquement aux urgences. Pour des femmes habituées à appeler chez elles chaque soir pour prendre des nouvelles de leur famille et de leurs conjoints, cela ajoutait un élément d'isolement qui a mis tout le monde un peu mal à l'aise dès le début. Le trajet jusqu'au chantier prenait près de 5 heures depuis l'autoroute la plus proche, en suivant des pistes forestières qui n'avaient pas été entretenues depuis des années. D'anciennes souches, vestiges d'exploitation forestière vieille de plusieurs décennies, parsemaient le paysage comme des monuments érodés par le temps, laissant progressivement place à une forêt de seconde venue dense qui avait reconquis les terres, et enfin à la forêt primaire vierge que nous avions été engagés pour couper. Les arbres devenaient plus grands et plus imposants à mesure que nous montions dans les montagnes, leur canopée si épaisse que le sol de la forêt restait dans une pénombre perpétuelle, même en plein milieu de la journée. Notre camp de base était situé dans une clairière naturelle au bord d'un ruisseau au courant rapide qui nous fournissait de l'eau fraîche et nous servait de principal point de repère dans cette nature sauvage et uniforme. Les mobile homes de l'entreprise étaient basiques mais fonctionnels. Des dortoirs pour 8 femmes, un réfectoire avec des appareils au propane et un poêle à bois pour le chauffage et un hangar de maintenance bien équipé pour l'entretien de notre matériel. Un groupe électrogène, diesel, fournissait l'électricité, bien qu'on nous ait demandé de ne le faire tourner que lorsque c'était nécessaire pour économiser le carburant entre les ravitaillements qui avaient lieu tous les 10 jours. Les premiers jours furent consacrés à la mise en place de notre exploitation et à l'étude du bois que nous devions récolter. Les arbres étaient de magnifiques spécimens, certains atteignant des hauteurs de plus de 55 mètres avec des diamètres de troncs dépassant 1,50 m. Des pins blancs d'Amérique qui n'étaient que des jeunes pousses à l'arrivée des premiers colons européens en Nouvelle-Angleterre, se dressaient en bosquets semblables à des cathédrales, leurs troncs si droits et parfaits qu'ils semblaient s'étirer jusqu'au ciel. Parmi les pins se trouvaient des épicéas rouges du nord d'un âge tout aussi impressionnant, leurs branches denses créant des couches de verre qui filtraient la lumière du soleil en une lueur émeraude. C'étaient les arbres que les peuples Penobscot et Passamaquoddy avaient utilisés pour leurs canaux d'écorce de bouleau et leurs abris d'hiver, les récoltant de manière sélective et avec un profond respect pour les esprits de la forêt qui, selon leurs croyances, habitaient ces bosquets anciens. Nous allions les récolter avec une efficacité mécanique pour en faire du bois de charpente et des copeaux de pâte à papier, répondant à la demande insatiable de matériaux de construction et de produits papetiers qui maintenaient des équipes comme la nôtre employées toute l'année. Notre première semaine se déroula sans incident. Le bois était d'une qualité exceptionnelle et nous reprîmes notre rythme habituel. Abattage, débardage et chargement des grumes sur les camions qui venaient 2 fois par semaine pour transporter notre récolte vers les scieries de Millinocket et au-delà. Le travail était dur mais satisfaisant, et la nature sauvage immaculée autour de notre exploitation était d'une beauté qui faisait même parfois s'arrêter les bûcheronnes les plus expérimentées pour apprécier le paysage. Les couleurs de l'automne commençaient à apparaître, peignant les crêtes de feuillus dans des tons d'orange et d'or qui contrastaient magnifiquement avec le vert profond des peuplements de conifères. L'équipement fonctionnait parfaitement dans les conditions fraîches et humides typiques des forêts du nord du Maine. Nos abatteuses groupeuses pouvaient faire tomber les plus grands arbres avec précision, leur tête de coupe contrôlée par ordinateur, effectuant des coupes nettes qui minimisaient les déchets et maximisaient la valeur de chaque grume.
Le débardeur pouvait traîner plusieurs grumes à la fois de la zone de coupe à notre aire de stockage, où la chargeuse les disposait pour être ramassés par les camions de transport qui arrivaient en grondant 2 fois par semaine pour emmener notre récolte vers le sud. C'est au cours de notre 2e semaine que nous avons commencé à remarquer des signes inhabituels dans la forêt autour de notre chantier. Des arbres que nous avions marqués pour la coupe furent retrouvés avec de profondes entailles dans leur écorce. Des griffures qui partaient d'environ 2,10 mètres du sol pour monter jusqu'à près de 3,30 mètres. Les marques étaient trop régulières pour être des dommages naturels, trop profondes pour être faites par un animal connu, et se présentaient en séries parallèles de 4 ou 5 lignes qui suggéraient des griffes massives ou des doigts incroyablement puissants. Les griffures apparaissaient pendant la nuit sur des arbres dans toute notre zone de travail, parfois sur des spécimens que nous avions prévu de couper le lendemain, comme si ceux qui les faisaient connaissaient notre planning et marquaient les arbres avant que nous puissions les récolter. Les marques étaient de fraîches, la sève suintant encore des blessures dans l'écorce, indiquant qu'elles avaient été faites quelques heures seulement avant notre découverte. Plus déconcertant encore était leur emplacement, toujours à des hauteurs qui exigeraient une créature de taille énorme pour les créer, et souvent sur des arbres qui ne montraient aucun autre signe d'activité animale comme des marques de tanière ou de nourrissage. Notre opératrice d'engin, une femme robuste nommée Rosa Martinez, qui conduisait des machines lourdes depuis l'âge de 19 ans, découvrit la première preuve claire que quelque chose de grand était actif dans la région. En effectuant sa ronde d'inspection matinale, elle trouva d'énormes empreintes de pas dans la terre meuble autour de son abatteuse groupeuse. Les empreintes étaient d'apparence humaine, mais bien plus grandes, mesurant près de 45 cm de long et 20 cm de large au talon. Elles montraient des impressions claires de 5 orteils et ce qui semblait être une voûte plantaire, mais leur taille dépassait de loin tout ce qui pourrait appartenir à un être humain. Les empreintes formaient un cercle approximatif autour de la machine garée, comme si quelque chose avait tourné autour de l'équipement pendant la nuit, l'étudiant sous plusieurs angles. La créature s'était approchée depuis la forêt, avait fait plusieurs tours complets de l'abatteuse groupeuse, puis était retournée à la lisière des bois. La profondeur des empreintes suggérait un poids énorme, bien plus que ce que même le plus grand des humains pourrait expliquer, s'enfonçant dans le sol boueux avec une force qui témoignait d'une masse incroyable. Plus troublantes encore étaient les empreintes de mains que nous avons trouvées sur les vitres de la cabine, d'immenses empreintes de paumes qui ne pouvaient avoir été faites que par quelque chose se dressant du sol pour presser contre la vitre à près de 2,40 mètres de hauteur. Les empreintes étaient clairement définies, montrant le contour des doigts et les lignes de la paume qui semblaient étrangement humaines malgré leur taille impossible. Quoi que ce fût, ses mains étaient presque 2 fois plus larges que les miennes, avec des doigts qui paraissaient incroyablement longs et épais. La plupart de l'équipe a d'abord rejeté ces découvertes en les attribuant à des signes d'ours, bien que même nos forestières les plus expérimentées aient dû admettre que les empreintes ne correspondaient à aucune trace d'ours qu'elles aient jamais vue. Les ours noirs ont des marques de griffes distinctives qui s'étendent bien au-delà de leurs coussinets, et leurs pattes arrière ont une forme caractéristique qui était complètement absente de ces empreintes. Celles-ci semblaient troublantement humaines, juste incroyablement grandes, comme si une personne avait été agrandie à des proportions géantes tout en conservant la même anatomie de base. Les sceptiques parmi nous ont souligné que le nord du Maine abritait certains des plus grands ours noirs de l'est des États-Unis et qu'un spécimen exceptionnellement grand pourrait laisser des traces pouvant être confondues avec quelque chose de plus exotique. Mais plus nous examinions les empreintes, moins elles ressemblaient à un animal connu. La disposition des orteils, la structure de la voûte plantaire et surtout les empreintes de mains suggéraient quelque chose qui marchait debout et manipulait des objets avec une dextérité de type humain. La plus jeune membre de notre équipe,
Une femme nommée Jennifer Clearwater, qui avait grandi en chassant dans ces forêts avec sa grand-mère, fut la première à suggérer que nous pourrions avoir affaire à quelque chose de plus inhabituel que des ours ou des élans. Elle avait entendu des histoires racontées par les anciens des tribus Penobscot et Maliset sur de grandes créatures poilues qui vivaient dans les parties les plus profondes des forêts primaires. Des êtres qui étaient presque humains, mais possédaient une force et une taille bien au-delà de toute personne ordinaire, et une intelligence qui leur permettait d'éviter d'être détectés par tous, sauf les traqueurs les plus observateurs. Les histoires amérindiennes décrivaient des créatures intelligentes et généralement pacifiques, mais farouchement protectrices de leur territoire. On disait qu'elles observaient les activités humaines à distance et chassaient les intrus qui restaient trop longtemps sur leur domaine, utilisant la peur et l'intimidation plutôt que la violence directe pour convaincre les visiteurs indésirables de partir. La plupart d'entre nous avons ri de ces suggestions, mais en privé, beaucoup commençaient à se sentir vraiment mal à l'aise face à la situation. Il y avait quelque chose dans ces forêts qui n'appartenait à aucun guide de terrain ou manuel de la faune. Les bruits ont commencé durant notre 3e semaine. Au début, ils étaient à peine perceptibles, des craquements lointains dans la forêt que nous attribuions à la chute de bois morts ou peut-être à d'autres exploitations forestières quelque part au-delà de notre zone assignée. Mais au fil des jours, les bruits sont devenus plus fréquents et semblaient se rapprocher de notre chantier. Les craquements n'étaient pas des chutes d'arbres aléatoires. Ils se produisaient avec un rythme et un schéma qui suggéraient une action délibérée plutôt que des processus forestiers naturels. Des arbres tombaient en séquence, créant des couloirs à travers la forêt qui semblaient servir un but que nous ne pouvions comprendre. Lorsque nous avons enquêté sur certains des craquements les plus proches pendant nos pauses déjeuner, nous avons trouvé des arbres sains qui avaient été poussés plutôt que coupés ou brisés par le vent, leur système racinaire arraché de la terre par une force formidable. Les arbres n'étaient pas morts pour tomber naturellement. Ils avaient été abattus par quelque chose d'une force inimaginable, leurs troncs massifs brisés comme des allumettes. Le plus troublant, c'étaient les vocalises que nous avons commencé à entendre aux petites heures du matin avant l'aube. Des appels profonds et résonnants qui se répercutaient à travers la forêt comme rien de ce que nous n'avions jamais entendu. Ce n'étaient pas tout à fait des sons d'animaux, mais ce n'était certainement pas humain non plus. Les appels avaient une qualité délibérée, montant et descendant selon des motifs qui suggéraient une communication plutôt qu'un bruit aléatoire. Il y avait un sens dans ces sons, même si nous ne pouvions pas comprendre quelle pouvait être cette signification. Les vocalises semblaient provenir de plusieurs sources, créant des conversations entre des êtres invisibles dispersés dans la forêt autour de notre camp. Un appel résonnait depuis la crête au-dessus de nous, recevant une réponse d'un autre depuis la vallée en contrebas. Puis, une 3e réponse venait de quelque part au plus profond des bosquets de forêt primaire à l'est. Les échanges pouvaient durer des heures, toujours juste avant l'aube, lorsque la forêt était la plus silencieuse et que les sons portaient le plus loin dans l'air froid du matin. La première fois que j'ai entendu ces appels clairement, j'étais allongé dans ma couchette, fixant le plafond de notre dortoir, incapable de dormir malgré l'épuisement de la journée de travail. Le son est venu de quelque part sur la crête, au-dessus de notre camp, un hurlement profond et résonnant qui montait et descendait selon un motif qui semblait trop délibéré pour être aléatoire. Il a été presque immédiatement suivi d'un autre appel venant de la direction opposée, celui-ci plus grave, mais suivant un schéma similaire. Puis, une 3e voix s'est jointe, et une 4e, jusqu'à ce que la forêt autour de notre camp soit vivante de sons. Je me souviens être resté là, retenant à peine ma respiration, essayant de me convaincre que j'entendais des loups ou des coyotes ou un autre animal connu. Mais j'avais déjà entendu des loups hurler et cela n'avait rien à voir. Ces sons avaient une qualité quasi musicale, montant et descendant en séquence,
qui se répétaient avec des variations, comme des musiciens de jazz échangeant des phrases. Quand j'ai mentionné les sons au petit déjeuner le lendemain matin, en essayant de paraître désinvolte, j'ai découvert que tout le monde les avait entendus aussi. Les regards échangés autour de la table m'ont dit que je n'étais pas la seule à avoir passé la nuit éveillée, à écouter quelque chose que nous ne pouvions expliquer. Rosa a commencé à tenir un journal des vocalises, notant leur heure, leur durée et leur emplacement apparent. Elle avait toujours été la plus méthodique d'entre nous, le genre de personne qui tenait des registres d'entretien détaillés et pouvait vous dire exactement quand chaque pièce d'équipement nécessitait sa prochaine révision. Au cours de plusieurs jours, un schéma s'est dégagé de ces notes. Les appels étaient plus fréquents les nuits où nous avions fait des progrès significatifs dans la coupe des arbres, comme si nos activités étaient surveillées et discutées par ce qui produisait ces sons. Plus nous récoltions de bois, plus nos observateurs invisibles devenaient bruyants. Les propriétés acoustiques des appels ne ressemblaient à rien de ce que nous avions entendu de la faune connue. Ils avaient une profondeur et une résonance qui suggéraient des cordes vocales bien plus grandes que celles de n'importe quel animal des forêts du Nord-Est. Les appels portaient sur des kilomètres à travers la forêt, indiquant une capacité pulmonaire et une puissance vocale bien au-delà des capacités humaines, mais avec des inflexions et des modulations qui semblaient presque linguistiques. Ce n'étaient pas les hurlements aléatoires des loups ou les cris des pumas. C'était structuré, intentionnel, communicatif. À la fin de notre 3e semaine, toute l'équipe était sur les nerfs. La combinaison de traces étranges, de dommages mystérieux aux arbres et de ces appels obsédants avant l'aube avait créé une atmosphère de tension qui affectait notre travail. Les femmes jetaient constamment des regards vers la forêt, sursautaient au moindre bruit inattendu et travaillaient en groupe plus serré que d'habitude. La camaraderie facile qui caractérisait habituellement notre équipe avait été remplacée par une vigilance nerveuse et des conversations qui s'éteignaient en silence inconfortable. La première rencontre directe a eu lieu durant notre 4e semaine. Rosa travaillait seule dans une section de la forêt à environ 400 mètres de l'équipe principale, utilisant l'abatteuse groupeuse pour abattre un groupe de pins particulièrement grand que Patricia avait marqué comme cible prioritaire. Les arbres étaient des spécimens exceptionnels, du genre qui rapporterait des prix élevés à la scierie, et Rosa prenait son temps pour assurer des coupes nettes qui maximiseraient leur valeur. Elle a remarqué que les bruits habituels de la forêt s'étaient soudainement tus. Les oiseaux, les insectes et les petits mammifères qui fournissaient habituellement un fond sonore constant s'étaient tous tus, créant un silence sinistre qui l'a poussé à éteindre sa machine pour écouter. Dans le silence soudain, elle a entendu le bruit de quelque chose de grand se déplaçant dans les sous-bois épais à proximité. Quelque chose qui ne faisait aucun effort pour dissimuler son approche. Au début, elle a pensé que c'était peut-être l'une des autres membres de l'équipe venant vérifier sa progression, mais le mouvement était trop lourd, trop délibéré pour une personne. Quoi que ce fût, ça marchait debout, se frayant un chemin à travers des broussailles qui arrêteraient une femme nette, et ce, avec une intention qui suggérait intelligence et préméditation. Les bruits se sont rapprochés, tournant autour de sa position, comme si ce qui les produisait l'évaluait, essayant de déterminer quel genre de menace elle pouvait représenter. Rosa a redémarré sa machine et a commencé à reculer vers la zone de travail principale. Mais les bruits de mouvement ont suivi son rythme, restant juste hors de vue, mais suivant clairement sa progression à travers la forêt. La créature, quelle qu'elle soit, semblait comprendre les schémas de mouvement de la machine et anticipait ses changements de direction, restant dans ses angles morts tout en maintenant une présence constante à ses côtés pendant sa retraite. Elle était en train de la rabattre, réalisa-t-elle avec un frisson de peur, la guidant vers le reste de l'équipe. Elle m'a raconté plus tard, lors d'une des longues nuits que nous avons passées à parler de ce qui s'était passé, que la partie la plus effrayante n'était pas les bruits eux-mêmes,
C'était l'intelligence derrière eux. Un ours ou un élan aurait soit attaqué, soit fui. Ceux qui la suivaient ne faisaient ni l'un ni l'autre. Ça l'étudiait, apprenait ses habitudes et manipulait ses mouvements avec une sophistication qui témoignait de planification et de prévoyance. Rosa avait toujours été la plus calme d'entre nous, celle qui gardait la tête froide lorsque l'équipement tombait en panne ou que le temps devenait dangereux. Elle faisait de l'abattage depuis plus de 2 décennies et avait affronté tous les dangers que la forêt pouvait offrir. Mais quelque chose dans cette rencontre l'avait ébranlée d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. La confiance qui avait caractérisé toute sa carrière semblait avoir été percée, remplacée par une méfiance qui n'a jamais tout à fait disparu. Quand elle a atteint l'ère de stockage où le reste d'entre nous travaillions, elle nous a raconté son expérience d'une voix qui tremblait malgré tous ses efforts pour rester calme. Rosa n'était pas le genre de femme à s'effrayer facilement. Elle faisait de l'abattage depuis plus de 20 ans, avait fait face à des pannes d'équipement, des chutes d'arbres et tous les autres dangers que la forêt pouvait lui opposer. Mais quelque chose dans ce qui venait de se passer l'avait véritablement effrayée d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant. Patricia a décidé d'enquêter immédiatement. 3 d'entre nous ont suivi les traces du débardeur jusqu'à l'endroit où l'incident s'était produit, armés de fusils et de lampes de poche, bien qu'il fasse encore plein jour. Ce que nous y avons trouvé a changé tout ce que nous pensions savoir sur ce qui se passait dans ces bois. Les sous-bois avaient été piétinés sur un sentier qui suivait la route du débardeur sur plusieurs centaines de mètres. L'affaissement de la végétation était trop large pour un humain, montrant le passage de quelque chose avec un corps beaucoup plus large que n'importe lequel d'entre nous. Le chemin n'était pas une destruction aléatoire, mais semblait calculé pour permettre un mouvement rapide tout en restant caché. Quoi que ce soit qui avait suivi Rosa savait exactement ce qu'il faisait et avait planifié son approche avec soin. Plus important encore, nous avons trouvé plusieurs empreintes de pas claires dans des parcelles de sol meubles, toutes montrant les mêmes caractéristiques humaines incroyablement grandes que nous avions vues autour de notre équipement. Ces empreintes étaient plus profondes et plus clairement définies que celles que Rosa avait trouvées plus tôt, montrant des détails qui ne laissaient aucun doute sur ce à quoi nous avions affaire. Les empreintes des orteils montraient des marques d'ongles plutôt que de griffes. Le talon montrait la voûte plantaire humaine, caractéristique qui distingue notre espèce des grands singes. Et la taille globale était cohérente avec une créature bipède, mesurant au moins 2,40 m et pesant peut-être entre 270 et 320 kg. Mais la découverte la plus troublante fut la preuve d'un comportement délibéré qui allait bien au-delà du simple pistage. Des jeunes arbres le long du chemin avaient été brisés et tordus dans des formes qui n'avaient aucun but naturel, mais démontraient clairement une force immense. Plusieurs jeunes arbres avaient été entièrement déracinés et jetés de côté, créant un couloir dégagé à travers la forêt qui permettrait à quelque chose de grand de se déplacer plus facilement à travers la végétation dense. Les arbres brisés n'étaient pas du vandalisme aléatoire. Ils avaient été manipulés avec précision, pliés à des angles et des hauteurs spécifiques qui suggéraient que la créature comprenait comment modifier son environnement pour faciliter ses déplacements. Certains jeunes arbres avaient été tressés ensemble pour créer des écrans partiels qui dissimuleraient les mouvements tout en permettant l'observation des zones au-delà. Nous étions face à des preuves d'utilisation d'outils et de modification de l'environnement, des comportements que la science nous dit être les marques d'une intelligence supérieure. Ce qui était là dehors n'était pas seulement un grand animal suivant son instinct. C'était un être pensant, planifiant et adaptant son environnement à ses propres fins. Ce soir-là, Patricia a pris la décision de nous armer plus sérieusement. Elle a sorti un fusil de chasse de calibre 12 de sa camionnette et a distribué plusieurs carabines de chasse que certains membres de l'équipe gardaient pour les parties de chasse au cerf du week-end.
Nous n'étions pas sûrs de ce contre quoi nous nous préparions à nous défendre, mais il était clair que quelque chose de grand, de fort et d'intelligent s'intéressait activement à notre exploitation et pourrait ne pas se contenter de nous observer indéfiniment. Les armes offraient un réconfort psychologique plus qu'une protection pratique, pour être honnête. Si nous avions affaire à quelque chose d'assez fort pour déraciner des arbres matures et d'assez intelligent pour modifier son environnement à des fins tactiques, les armes à feu conventionnelles seraient probablement insuffisantes pour autre chose que de la dissuasion. Mais avoir les fusils nous faisait nous sentir moins impuissantes face à une menace inconnue qui semblait devenir plus audacieuse de jour en jour. Nous avons également modifié notre horaire de travail pour éviter de laisser quiconque seul dans la forêt. Le système de binôme est devenu obligatoire, avec au moins 2 femmes travaillant ensemble dans toute zone éloignée. Les opératrices d'engins ont reçu l'ordre de maintenir un contact radio toutes les 30 minutes. Et tout travail s'arrêtait 1 heure avant le coucher du soleil pour s'assurer que tout le monde était de retour au camp de base avant la tombée de la nuit. La forêt était devenue un territoire hostile et nous adaptions notre comportement en conséquence. Les attaques contre notre équipement ont commencé la nuit suivante. Nous avions établi une rotation de garde avec 2 femmes restant éveillées pour surveiller le camp et le chantier pendant les heures d'obscurité. Personne ne voulait de ce service, mais personne ne voulait non plus être prise au dépourvu. Nous nous relayions par paires, passant les longues nuits à écouter la forêt et à sursauter à chaque bruit. Le premier incident s'est produit vers 3 heures du matin lorsque les gardes, Jennifer et une femme nommée Maria Santos, ont entendu le bruit de métal frapper à plusieurs reprises près de l'aire de stockage de l'équipement. Lorsqu'elles ont enquêté avec de puissantes lampes de poche, elles ont découvert que notre groupe électrogène de secours avait été attaqué. Le boîtier métallique était cabossé et déchiré comme si quelque chose l'avait saisi et avait essayé de le déchiqueter à main nue, testant la résistance des matériaux et les méthodes de construction que nous utilisions. Les conduites de carburant avaient été arrachées et du liquide hydraulique s'était répandu sur le sol autour de l'unité endommagée, formant des flaques sombres qui reflétaient les faisceaux des lampes de poche. Le plus troublant, c'étaient les empreintes de mains laissées dans le métal mou. Des impressions qui montraient des doigts beaucoup plus longs et plus épais que n'importe quelle main humaine, enfoncés dans l'acier, avec une force qui n'aurait pas dû être possible pour quelque chose fait de chair et d'os. L'attaque du groupe électrogène semblait expérimentale plutôt que délibérément destructrice. Des composants avaient été retirés et examinés plutôt que simplement détruits, puis placés en piles bien ordonnées à proximité, comme s'ils avaient été étudiés et catalogués par quelque chose qui essayait de comprendre comment la machine fonctionnait. La créature avait compris comment ouvrir les panneaux d'accès et retirer des pièces spécifiques, faisant preuve d'une compréhension mécanique profondément troublante. Ce n'était pas l'œuvre d'un animal curieux. C'était une investigation systématique menée par un esprit intelligent. Les attaques se sont intensifiées au cours des nuits suivantes, suivant un schéma qui suggérait une planification et une intention plutôt qu'une agression aléatoire. Chaque matin apportait de nouvelles preuves de destruction. Équipements endommagés, réservoirs de carburant perforés et conteneurs de stockage d'outils éventrés et pillés. Quoi que ce soit qui faisait cela possédait une force incroyable et semblait particulièrement intéressé par nos machines, comme s'il essayait de comprendre leur fonctionnement ou peut-être tentait de neutraliser notre exploitation pièce par pièce. Le schéma des dommages suggérait une investigation systématique plutôt qu'un vandalisme aléatoire. Les systèmes hydrauliques étaient démontés composant par composant, avec des pièces disposées en rangées qui suggéraient un examen minutieux. Les systèmes électriques étaient tracés des sources d'alimentation aux points terminaux, avec des fils arrachés et étudiés comme si la créature essayait de comprendre comment l'électricité circulait dans nos machines.
Les liaisons mécaniques étaient actionnées à plusieurs reprises comme pour être testées, déplacées d'avant en arrière par des mains énormes, qui tentaient de comprendre la relation entre l'entrée et la sortie. La créature apprenait le fonctionnement de notre équipement par un examen pratique, et elle apprenait plus vite que n'importe laquelle d'entre nous n'aurait pu l'imaginer. Chaque nuit apportait la preuve d'une nouvelle compréhension, de nouvelles capacités, de nouvelles menaces pour notre capacité à continuer à travailler dans cette forêt. La 4e nuit d'attaque, nous avons découvert que notre tourmenteur avait compris comment faire fonctionner certains de nos outils les plus simples. Une tronçonneuse avait été démarrée et avait tourné jusqu'à ce qu'elle soit à court de carburant, laissant un motif de coupe distinctif sur un tas de grumes voisins qui montrait que la créature avait expérimenté avec le fonctionnement de la scie. Les coupes étaient grossières et gaspilleuses, rien à voir avec le travail précis que notre équipe produisait. Mais elles démontraient que ce qui était là dehors avait appris à faire fonctionner une machine complexe en quelques jours seulement après l'avoir rencontrée. Les implications de cette découverte m'ont tenu éveillé pendant des heures après que nous l'ayons trouvée. Une tronçonneuse n'est pas un outil simple. Il faut l'amorcer correctement, régler le starter, tirer le cordon du lanceur avec la bonne technique, puis ajuster l'accélérateur pour la maintenir en marche. La créature avait compris tout cela par la seule observation, en nous regardant utiliser les scies pendant la journée, puis en reproduisant nos actions pendant la nuit. J'ai essayé d'imaginer ce que signifiait une telle capacité d'apprentissage. Ce n'étaient pas des animaux agissant par instinct. C'étaient des êtres intelligents qui étudiaient notre technologie et la maîtrisaient à un rythme qui serait impressionnant même pour un étudiant humain. Et ils le faisaient dans l'obscurité, travaillant au clair de lunettes à la faible lueur de nos lumières de sécurité, avec des mains qui n'avaient jamais été conçues pour saisir les poignées ergonomiques des outils électriques modernes. Des outils à main avaient été utilisés pour démonter des parties de notre hangar de maintenance, avec des boulons et des vis retirées à l'aide des clés et des tournevis appropriés. La créature avait compris la relation entre les différentes tailles de fixation et les différentes tailles d'outils et avait appliqué cette connaissance de manière systématique. Lorsque nous avons examiné le hangar à la lumière du jour, nous avons constaté que des panneaux avaient été retirés avec une précision remarquable, le genre de travail soigné qui suggérait patience et planification plutôt que force brute. L'intelligence affichée dépassait de loin tout ce que nous attendions d'un animal sauvage. La créature comprenait la cause et l'effet, pouvait faire fonctionner des dispositifs mécaniques et étudiait systématiquement notre technologie comme si elle se préparait à quelque chose. Plus troublante encore, il y avait des preuves qu'elle partageait cette connaissance avec d'autres. Plusieurs tailles d'empreintes de main sur diverses pièces d'équipement suggéraient que plusieurs individus étaient impliqués dans les investigations, apprenant ensemble et peut-être s'enseignant mutuellement ce qu'ils découvraient. La 6e nuit d'attaque, nous avons enfin eu un aperçu clair de ce à quoi nous avions affaire. Maria et Jennifer étaient de garde lorsqu'elles ont entendu les bruits familiers d'équipements manipulés près du hangar de maintenance. Au lieu d'enquêter simplement ensemble, elles ont décidé de se séparer et d'approcher de 2 directions, espérant surprendre ce qui causait les dégâts dans un feu croisé de faisceaux de lampes de poche. Ce qu'elles ont vu défiait tout ce qu'elles pensaient savoir sur le monde naturel. Une créature mesurant près de 2,70 m détruisait systématiquement notre inventaire de pièces de rechange, fouillant dans des bacs de boulons et de raccords avec une curiosité apparente. Elle était couverte d'un poil brun-rouge foncé et avait les proportions générales d'un humain, mais à une échelle impossible. Ses bras pendaient presque jusqu'à ses genoux, bien plus longs proportionnellement que ceux de n'importe quel humain, et ses épaules étaient plus larges que celles de n'importe quel homme ou femme. Le corps de la créature montrait une définition musculaire, clairement visible même à travers son épaisse fourrure, des stries d'une puissance incroyable, ondulant sous la surface.
Ses jambes étaient proportionnées comme celles d'un humain, mais massivement bâties, avec des cuisses aussi épaisses que des troncs d'arbres et des mollets, qui suggéraient une force et une endurance incroyables. C'était une créature bâtie pour la puissance, pour parcourir de vastes distances sur des terrains accidentés, pour survivre dans la dure nature sauvage du Nord par la force et l'intelligence, plutôt que par la technologie. La tête était distinctement humanoïde, mais primitive, avec une crête sagittale prononcée courant le long du sommet du crâne, comme un ancien ancêtre du registre fossile. Les traits du visage ressemblaient à un stade évolutif entre l'humain et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui s'était séparé de notre lignée il y a des millions d'années et s'était développé sur sa propre voie. La mâchoire était plus lourde que celle d'un humain, les arcades sourcilières plus prononcées, mais les yeux montraient une intelligence indéniable. L'aspect le plus choquant était le comportement qu'elle affichait. Plutôt que de détruire l'équipement au hasard, la créature examinait méthodiquement nos pièces de rechange, tenant différents composants et les étudiant au clair de lune qui filtrait à travers la canopée. Elle travaillait avec ses mains d'une manière délibérée et intentionnelle qui suggérait qu'elle comprenait la fonction de ce qu'elle examinait, ou du moins essayait de la comprendre par une observation attentive. La dextérité manuelle de la créature était remarquable. Ses doigts étaient beaucoup plus longs que les doigts humains, mais montraient la même disposition du pouce opposable qui permettait une manipulation précise des objets. Elle pouvait saisir délicatement de petits composants ou appliquer une force énorme si nécessaire, travaillant avec une finesse qui démontrait à la fois intelligence et compréhension mécanique. Ce n'était pas une brute détruisant des choses qu'elle ne comprenait pas. C'était un être pensant qui étudiait notre technologie avec une curiosité systématique. Quand Jennifer a accidentellement marché sur une branche, produisant un craquement sec qui a résonné dans l'air nocturne, la créature a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait et s'est tournée vers le son. Dans le faisceau de la lampe de poche, elles ont vu un visage indubitablement humanoïde mais primitif, avec de lourdes arcades sourcilières, un nez plat et des yeux profonds qui reflétaient de la lumière comme ceux d'un animal. Le visage était expressif d'une manière profondément troublante. Les traits de la créature montraient ce qui semblait être de la curiosité, du calcul et une forme d'intelligence qui était reconnaissable comme consciente. Ses yeux suivaient le mouvement du faisceau de la lampe de poche et se concentraient sur les gardes avec une conscience évidente de leur présence et de la menace potentielle. Il n'y avait aucune panique dans ses yeux, aucune confusion. Juste une évaluation calme d'une nouvelle situation, le genre de réponse mesurée qui témoignait de l'expérience et de l'intelligence travaillant de concert. Pendant plusieurs longues secondes, femme et créature se sont regardées fixement à travers la cour de l'équipement. Puis la chose a ouvert la bouche et a produit un son qui tenait à la fois du rugissement et du cri et qui ne ressemblait à rien de ce que les deux femmes avaient jamais entendu. La vocalisation était si forte et puissante que les deux gardes l'ont ressentie comme une pression physique dans leur poitrine, vibrant à travers leur corps comme si elles se tenaient trop près d'un énorme caisson de basse. Le son a résonné sur les crêtes environnantes pendant ce qui a semblé être des minutes, se propageant à travers la forêt et alertant sans aucun doute toutes les autres créatures à des kilomètres à la ronde de ce qui se passait. Maria m'a dit plus tard qu'à ce moment-là, elle a compris quelque chose de fondamental sur leur situation. La créature n'avait pas peur d'elle. Le fusil qu'elle tenait, l'arme qu'elle avait toujours considérée comme une garantie de sécurité dans la nature, ne signifiait rien pour cet être. Il se montrait parce qu'il le choisissait, non parce qu'il avait été pris au dépourvu. Toute la rencontre semblait mise en scène, comme une démonstration destinée à communiquer quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Jennifer avait une perspective différente. Elle a dit que les yeux de la créature lui rappelaient ceux de sa grand-mère lorsqu'elle avait surpris Jennifer à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Il y avait de l'intelligence là, et de la déception, et une sorte de patience résignée
qui suggérait que la créature avait déjà vécu cela et savait comment cela se terminerait. Nous n'étions pas les premiers humains à tomber sur leur territoire, et nous ne serions pas les derniers. La créature n'a pas attaqué ni fui immédiatement. Au lieu de cela, elle a tenu bon et a continué à fixer les femmes comme pour évaluer la menace qu'elles représentaient. Lorsque Maria est apparue de la direction opposée, portant également un fusil et une lampe de poche, la créature a semblé prendre une décision sur la façon de procéder. Elle a poussé un autre rugissement sismique, puis s'est retournée et a marché, non pas couru, mais marché, dans la forêt avec une confiance désinvolte qui était plus terrifiante que n'importe quelle démonstration d'agression n'aurait pu l'être. Le départ de la créature était délibéré et sans hâte, comme si elle voulait souligner son intrépidité plutôt que de battre en retraite face à une force supérieure. Elle s'est arrêtée à la lisière des bois et a regardé les gardes une dernière fois avant de disparaître dans l'obscurité, laissant derrière elle l'impression claire que cette rencontre se terminait selon ses termes, pas les nôtres. On nous avait permis de la voir, on nous avait donné un avertissement, et on nous avait congédiés comme ne valant pas l'effort d'une confrontation directe. Le lendemain matin, nous avons découvert que la créature était revenue après que les gardes aient signalé la rencontre au reste de l'équipe et que nous nous soyons toutes rassemblées dans le réfectoire pour discuter de la suite. Notre abatteuse groupeuse principale avait été attaquée avec une férocité qui nous a toutes laissées stupéfaites et secouées. La cabine de la machine avait été éventrée comme une boîte de conserve, avec des plaques d'acier d'1,5 centimètre d'épaisseur, déchirées et tordues en formes impossibles. La destruction témoignait d'une force au-delà de tout ce que nous pouvions comprendre, une force appliquée avec suffisamment de précision pour décoller le métal sans simplement l'écraser. Le compartiment moteur avait été systématiquement détruit, avec des composants cruciaux retirés et dispersés sur tout le chantier, comme si la créature voulait s'assurer que nous comprenions le message envoyé. Les conduites hydrauliques avaient été arrachées et nouées, une démonstration de force et d'intelligence qui ne laissait aucun doute sur le fait que nous avions affaire à quelque chose de bien au-delà de notre entendement. Nouer des conduites hydrauliques n'était pas seulement de la destruction. C'était une démonstration, un message qui disait « Je comprends votre technologie et je peux la vaincre quand je le veux ». La créature avait même compris comment vider le réservoir de carburant, bien qu'il reste incertain si c'était intentionnel ou accidentel. Le carburant avait été laissé s'écouler dans une dépression naturelle du sol, suggérant une certaine conscience de l'impact environnemental qui semblait étrangement prévenante compte tenu de la destruction environnante. Plus troublant que la destruction elle-même était la prise de conscience que la créature aurait pu facilement tuer n'importe laquelle d'entre nous si telle avait été son intention. La même force qui avait mis en pièces notre machinerie lourde aurait pu déchiqueter un être humain sans effort. Le fait qu'elle ait concentré son agression sur notre équipement plutôt que sur nous suggérait un niveau de retenue et d'intelligence qui rendait la situation encore plus effrayante à certains égards. Nous n'avions pas affaire à une bête stupide, nous avions affaire à quelque chose qui faisait des choix délibérés sur la manière de répondre à notre présence. L'abatteuse groupeuse détruite représentait 400 000 $ d'équipement, une part importante de notre investissement total en machines. Mais ce n'était pas ce qui nous préoccupait le plus. La nature systématique de la destruction, l'épreuve de planification et d'intelligence, et la compréhension évidente de la créature sur la façon de neutraliser notre exploitation ont créé un niveau de pression psychologique qui affectait toute l'équipe à un niveau fondamental. Plusieurs femmes ont signalé des cauchemars et des insomnies suite à l'incident, leur sommeil perturbé par des images de silhouettes massives se déplaçant dans l'obscurité à l'extérieur de leurs fenêtres. Le sentiment d'être étudié et évalué par quelque chose qui possédait une intelligence quasi humaine, mais des capacités physiques surhumaines, était profondément troublant. Nous n'avions plus affaire à un animal sauvage qui pourrait être chassé ou évité. Nous avions affaire à des êtres conscients
qui avaient pris la décision délibérée de s'opposer à notre présence sur leur territoire. Patricia a pris la décision d'évacuer le site immédiatement. Nous avions perdu l'une de nos deux principales machines de coupe et il était clair que ceux qui étaient là dehors n'allaient pas nous permettre de continuer à travailler sur son territoire sans un combat que nous ne pouvions pas gagner. L'assurance de l'entreprise couvrirait peut-être les dommages matériels, mais aucune de nous n'était prête à risquer sa vie pour tenter de terminer un travail dans ces circonstances. Il y a des choses plus importantes que l'argent, et rester en vie était en tête de cette liste. Mais le processus d'évacuation s'est avéré plus compliqué que prévu. Lorsque Patricia a essayé de joindre le bureau régional de l'entreprise avec le téléphone satellite pour signaler notre situation et demander une évacuation immédiate du personnel et de l'équipement restant, elle a découvert que l'appareil de communication avait été neutralisé. Quelqu'un ou quelque chose avait retiré des composants cruciaux de l'émetteur satellite pendant la nuit, nous laissant incapables de contacter le monde extérieur. Le sabotage délibéré de notre équipement de communication était peut-être le développement le plus effrayant à ce jour. Il démontrait que les créatures comprenaient la fonction d'une technologie qu'elles n'avaient jamais vue auparavant et pouvaient systématiquement nous priver de notre capacité à appeler à l'aide. Elle savait à quoi servait le téléphone satellite et elle s'était assurée que nous ne pourrions pas l'utiliser. Nous étions maintenant complètement isolés en territoire hostile, sans aucun moyen de communiquer notre situation à quiconque en dehors de la forêt. La ville la plus proche était à 110 km par des routes de montagne difficiles et nous n'avions aucun moyen de savoir si nos véhicules parviendraient même jusque-là, compte tenu de ce qui avait été fait à notre autre équipement pendant la nuit. Charger notre équipement fonctionnel restant et nos effets personnels a pris la majeure partie de la matinée. Pendant que nous travaillions, nous pouvions sentir des yeux nous observer depuis la forêt entourant le chantier. De temps en temps, nous apercevions des mouvements à la lisière des bois, des formes sombres trop grandes et se déplaçant avec trop d'intention pour être des ours ou tout autre animal connu. Elles n'essayaient plus de cacher leur présence. Nous pouvions les voir se déplacer entre les arbres, restant juste assez loin pour éviter une identification claire, mais assez près pour rendre leur surveillance évidente et intimidante. L'effet psychologique était dévastateur. Nous nous sentions comme des animaux étudiés par des prédateurs qui décidaient quand et comment frapper, des spécimens dans une sorte d'expérience en pleine nature à laquelle nous n'avions pas consenti à participer. Pendant le processus d'emballage, nous avons découvert des preuves supplémentaires de l'intelligence et de l'organisation des créatures. Les outils que nous avions laissés sans surveillance, ne serait-ce que quelques minutes, étaient déplacés ou disposés selon des motifs différents, comme si quelque chose les examinait pendant que nous ne regardions pas. Les arrangements n'étaient pas aléatoires, mais semblaient suivre une sorte de logique que nous ne pouvions pas comprendre, triés par taille, ou par fonction, ou par un autre critère qui n'avait de sens que pour les êtres qui effectuaient le tri. Plus troublante encore, il y avait des preuves que les créatures avaient été dans nos quartiers d'habitation pendant la nuit, se déplaçant dans des espaces que nous pensions sécurisés. Des effets personnels avaient été déplacés et examinés, bien que rien n'ait été volé ou détruit. Des vêtements avaient été dépliés et repliés, comme si quelqu'un essayait de comprendre comment les vêtements fonctionnaient. Des photographies avaient été retirées des portefeuilles et étudiées, puis soigneusement replacés à leur position d'origine. Et des livres avaient été ouverts à des pages spécifiques, comme si le contenu était examiné par des lecteurs qui ne comprenaient peut-être pas les mots, mais étaient curieux des symboles sur les pages. J'ai trouvé mes propres affaires dérangées d'une manière qui m'a semblé profondément personnelle. Une lettre de ma fille, que je gardais dans la poche intérieure de ma veste, avait été soigneusement retirée, dépliée et placée sur mon oreiller. L'enveloppe était froissée d'une manière qui suggérait qu'elle avait été manipulée par des mains beaucoup plus grandes que des mains humaines, et quand je l'ai ramassée,
j'ai pu voir les faibles empreintes de doigts énormes sur le papier. La créature, ou les créatures, avaient lu mon courrier. Elles avaient regardé l'écriture de ma fille, les mots qu'elle avait écrits pour me dire que je lui manquais et qu'elle avait hâte que je rentre à la maison. L'intimité de cette violation était d'une certaine manière plus dérangeante que tous les dégâts matériels réunis. Ces êtres n'étudiaient pas seulement notre technologie, ils nous étudiaient nous, nos relations, nos émotions, les choses qui faisaient de nous des humains. Jennifer a trouvé une photo de famille de sa grand-mère retirée de son portefeuille et placée sur son lit, disposée à côté de son couteau de chasse, comme si la créature faisait une sorte de lien entre les deux objets. Le chapelet de Maria, qu'elle gardait enroulé autour de sa main pendant son sommeil, avait été soigneusement déroulé et disposé en spirale sur sa couverture. Chacune de nous avait subi une petite violation qui semblait ciblée et personnelle, comme si les créatures envoyaient des messages individuels. Le sentiment d'être observé était si intense que plusieurs membres de l'équipe ont développé de graves maux de tête à cause de la pression psychologique. La conscience constante que des êtres intelligents observaient chacun de nos mouvements, évaluaient notre comportement et planifiaient peut-être une action contre nous, créait un niveau de stress physiquement débilitant. Nous avions toutes vécu des situations dangereuses au cours de nos années d'abattage, mais rien ne nous avait préparés à ce genre de guerre psychologique soutenue. Notre convoi de camions et l'équipement restant ont quitté le site vers midi, entamant le long et sinueux voyage sur la route de montagne en direction de la civilisation. Aucune de nous n'a beaucoup parlé pendant le trajet, toutes occupées à digérer ce que nous avions vécu au cours des 6 dernières semaines. Le silence n'était rompu que par le commentaire occasionnel sur un bruit étrange venant de la forêt, ou une forme sombre, aperçue se déplaçant entre les arbres le long de la route. J'étais dans le camion de tête avec Patricia, regardant la forêt défiler de chaque côté de nous. Les arbres qui avaient semblé magnifiques à notre arrivée semblaient maintenant menaçants, chaque ombre cachant potentiellement quelque chose qui nous observait avec des yeux intelligents. Les couleurs de l'automne qui avaient été si splendides quelques semaines plus tôt avaient un aspect différent maintenant. Les rouges et les oranges suggérant le sang et le feu plutôt que le doux changement des saisons. Patricia gardait les 2 mains sur le volant, les jointures blanches de tension. Elle exploitait ces forêts du Nord depuis 30 ans, et elle m'a avoué pendant ce long trajet qu'elle n'avait jamais ressenti ce genre de peur auparavant. J'ai vu des hommes écrasés par des arbres qui tombaient, dit-elle doucement. J'ai vu du matériel se renverser et brûler. J'ai eu affaire à des ours, des élans et tous les autres animaux dangereux de ces bois. Mais je ne me suis jamais senti comme une proie avant. C'est ce que nous étions là-bas, des proies. Cet aveu venant de quelqu'un d'aussi solide et expérimenté que Patricia m'a plus affecté que tout ce qui s'était passé. Si elle avait peur, nous avions toutes les raisons d'être terrifiés. La forêt semblait vivante d'activité alors que nous partions. Des mouvements dans les arbres suivaient notre progression, se maintenant à la hauteur de nos véhicules alors que nous descendions les routes de montagne. Le sentiment d'être escorté plutôt que de simplement partir était indéniable. Ce que nous avions rencontré ne se contentait pas de nous voir partir. Il s'assurait que nous partions, surveillait notre départ et envoyait un message clair que nous ne devions pas envisager de revenir. À environ 16 kilomètres du chantier, nous avons trouvé la preuve que notre créature n'était pas unique dans ces forêts. Un arbre massif était tombé en travers de la route, bloquant complètement notre progression. L'arbre était sain et ne montrait aucun signe de dommage dû à une tempête ou à une maladie qui pourrait expliquer sa chute. Plus important encore, le tronc avait été brisé plutôt que coupé, rompu net à environ 2,50 m de la base par ce qui ne pouvait être qu'une force énorme. L'arbre tombé était un pin blanc d'Amérique, avec un diamètre de tronc de près d'1,20 m, représentant des centaines d'années de croissance et pesant plusieurs tonnes.
Briser un tel arbre nécessiterait une force mesurée en dizaines de milliers de newtons, bien au-delà de la capacité de tout animal connu ou de toute machine que nous possédions. Pourtant, la cassure ne montrait aucune marque d'outil ni preuve d'assistance mécanique, seulement le motif de bois éclaté qui résulte d'une contrainte physique écrasante appliquée en un seul moment catastrophique. Pendant que nous examinions l'arbre tombé et discutions de la manière de le déplacer, nous avons entendu les appels commencer dans la forêt autour de nous, les mêmes vocalisations profondes et résonnantes que nous avions entendues sur le chantier, mais venant maintenant de plusieurs directions simultanément. Nous étions encerclés par plusieurs de ces créatures et elles communiquaient entre elles d'une manière qui suggérait une coordination et une intelligence œuvrant vers un but commun. Les appels formaient un schéma de communication complexe qui semblait presque linguistique dans sa structure. Différents tons et durées transmettaient des significations spécifiques et les réponses venaient en séquences qui ressemblaient plus à une conversation qu'à une communication animale. Nous écoutions une discussion sur notre présence, menée dans une langue que nous ne pouvions pas comprendre, mais que nous pouvions reconnaître comme une communication délibérée entre des êtres intelligents. Ils décidaient de ce qu'ils allaient faire de nous, et nous n'avions pas voix au chapitre. Patricia a pris la décision d'abandonner notre équipement restant et de continuer à pied. Nous avons attrapé nos effets personnels et nos armes et avons commencé à descendre la route de montagne, laissant derrière nous des camions et des machines d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Derrière nous, nous pouvions entendre les bruits de nos véhicules abandonnés en train d'être explorés et peut-être détruits, le métal gémissant et le verre se brisant alors que des mains massives inspectaient les machines que nous avions laissées. Mais aucune de nous n'avait l'intention de retourner voir. La décision d'abandonner notre équipement a été facilitée par la prise de conscience que les créatures avaient probablement planifié ce barrage routier depuis le début. La précision avec laquelle l'arbre avait été abattu pour bloquer complètement l'étroite route de montagne, combinée aux appels coordonnés de la forêt environnante, suggérait un niveau de planification et de coopération à la fois impressionnant et terrifiant. Elles avaient anticipé notre itinéraire d'évacuation et s'étaient préparées en conséquence. Nous étions dépassés tactiquement aussi bien que physiquement. La randonnée jusqu'à la ville la plus proche a duré près de 20 heures, pendant lesquelles nous étions constamment conscientes d'être suivis. Les créatures restèrent dans la forêt le long de la route, suivant le rythme de notre groupe, mais ne se montrant jamais clairement. De temps en temps, nous entendions leurs appels résonner entre les crêtes, des messages étant passés de l'une à l'autre dans ce qui semblait être un système de communication primitif mais efficace qui coordonnait leurs mouvements et les tenait informés de notre progression. Nous avons marché toute la nuit, trop effrayés pour nous arrêter et nous reposer plus de quelques minutes à la fois. La lune s'est levée vers minuit, projetant une lumière argentée à travers la canopée et créant des ombres qui bougeaient et changeaient de manière à nous tenir toutes sur nos gardes. Chaque brindille qui craquait, chaque bruissement de feuilles, chaque appel lointain nous faisait nous figer et saisir nos armes avant de reconnaître que c'était quelque chose de naturel. Jennifer marchait en tête de notre groupe avec Patricia, toutes deux portant des fusils qui semblaient soudainement terriblement inadéquats pour la situation dans laquelle nous nous trouvions. Rosa et moi étions au milieu, aidant Maria, qui s'était tordu la cheville dans la première heure de marche, et luttait pour suivre. Les trois autres femmes fermaient la marche, regardant constamment par-dessus leurs épaules, la forêt qui semblait se rapprocher chaque fois que la lune passait derrière les nuages. Vers 3 heures du matin, nous avons trouvé une petite aire de repos où les camions forestiers s'arrêtaient autrefois, et nous nous sommes arrêtés pour nous reposer pendant une demi-heure. Personne n'a dormi, mais nous nous sommes assises en cercle serré avec nos armes prêtes, mangeant des barres protéinées et buvant de l'eau, essayant de ne pas penser à la distance qu'il nous restait à parcourir. La forêt autour de nous était complètement silencieuse pendant cette pause, ce qui était d'une certaine manière plus effrayant que les bruits de la poursuite. Le silence signifiait qu'ils étaient proches, qu'ils nous observaient, qu'ils attendaient,
L'escorte n'était pas menaçante de manière évidente, mais la pression psychologique était intense. Nous étions raccompagnés hors du territoire par des êtres qui auraient pu facilement nous tuer s'ils l'avaient voulu. La retenue dont ils faisaient preuve était peut-être plus effrayante que ne l'aurait été l'agression, car elle démontrait un niveau d'intelligence et de capacité de décision qui était troublantement humain. Ils choisissaient de nous laisser vivre, et nous comprenions toutes que ce choix pouvait changer à tout moment. Pendant la longue randonnée, nous avons eu le temps de discuter de ce que nous avions vécu et d'essayer de donner un sens à ces rencontres. Les créatures avaient montré une intelligence, une organisation et une curiosité technologique qui dépassaient tout ce que nous attendions de la faune. Elles avaient systématiquement étudié notre équipement, appris à faire fonctionner certains de nos outils et coordonné leurs activités d'une manière qui suggérait une structure sociale complexe et une communication. Le plus troublant était la prise de conscience qu'elles nous avaient étudiées autant que notre équipement. Les preuves de leur présence dans nos quartiers d'habitation, l'examen attentif des effets personnels et la surveillance évidente de nos activités quotidiennes suggéraient que nous avions été les sujets d'une enquête menée par des êtres qui essayaient de comprendre le comportement et les capacités humaines. Nous n'étions pas seulement des intruses sur leur territoire, nous étions des spécimens à étudier, à cataloguer et finalement à chasser lorsque nous aurions rempli notre rôle de sujet d'observation. Lorsque nous avons finalement atteint la civilisation et contacté le bureau régional de notre entreprise, notre récit de ce qui s'était passé a été accueilli avec scepticisme et suspicion. Du matériel d'une valeur de près d'1 million de dollars avait été abandonné dans la forêt, et notre explication d'attaque par des créatures inconnues a été rejetée, soit comme une dissimulation de négligence, soit comme la preuve d'une sorte de délire collectif. Des enquêteurs de l'entreprise ont été dépêchés sur le site dans les 48 heures, accompagnés par la police de l'État, qui nous soupçonnait d'avoir vendu l'équipement et d'avoir concocté une histoire élaborée pour expliquer sa disparition. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de nos camions et machines abandonnées. Tout avait disparu. Camions, abatteuses groupeuses, débardeurs, outils et fournitures, comme si cela n'avait jamais existé. Le rapport de l'enquêteur a conclu que nous avions fabriqué notre histoire pour couvrir le vol et la vente de biens de l'entreprise. Et des poursuites judiciaires ont été menacées contre toute l'équipe. L'équipement manquant représentait l'aspect le plus déconcertant de tout l'incident. Des machines lourdes pesant des dizaines de tonnes avaient simplement disparu d'un endroit accessible uniquement par une seule route de montagne qui ne montrait aucune preuve de trafic de camions depuis notre départ. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de pneus, de marques de traînée ou d'autres preuves que l'équipement avait été enlevé par des moyens conventionnels. Les machines avaient simplement disparu, emportées par quelque chose qui n'a laissé aucune trace de la manière dont l'enlèvement avait été accompli. La situation ne s'est résolue que lorsque des images de reconnaissance par satellite sont devenues disponibles, montrant des perturbations massives dans la forêt autour de notre chantier. Les images ont révélé qu'une zone couvrant plusieurs kilomètres carrés avait été systématiquement modifiée, avec de nouveaux chemins creusés à travers la forêt, et ce qui semblait être des structures primitives construites à plusieurs endroits. L'ampleur des changements n'aurait pas pu être accomplie par des êtres humains utilisant des méthodes conventionnelles dans le temps écoulé depuis notre départ. Plus important encore, les images satellites montraient de grandes formes se déplaçant à travers la forêt. Des silhouettes bipèdes clairement visibles sur le sol forestier, mais beaucoup trop grandes pour être humaines. Les images fournissaient une preuve indéniable que quelque chose d'inhabituel était actif dans cette zone, quelque chose qui correspondait à nos descriptions et validait notre histoire apparemment impossible. Bien que l'entreprise ait classé l'information et refusé de la rendre publique, les données satellites ont également révélé le sort de notre équipement abandonné. La machinerie avait été systématiquement démantelée et les composants dispersés dans toute la forêt, selon des schémas qui suggéraient une distribution délibérée
plutôt qu'une destruction aléatoire. Des parties de nos camions et de notre équipement ont été retrouvées à des kilomètres de l'emplacement d'origine, apparemment transportés là par des êtres d'une force énorme et dans un but inconnu. Le schéma de distribution suggérait que les composants avaient été cachés, mis en réserve, dans des endroits à travers le territoire, comme si les créatures stockaient des matériaux pour une utilisation future, ou s'assuraient simplement que rien ne pourrait être récupéré par quiconque viendrait chercher. Chaque membre de notre équipe a dû signer des accords de non-divulgation complets en échange d'une compensation pour notre équipement perdu et la nature traumatisante de notre expérience. On nous a avertis que toute discussion publique de notre rencontre entraînerait de graves conséquences juridiques et financières et que les créatures que nous avions rencontrées faisaient partie d'un projet de recherche classifié impliquant la protection d'espèces menacées. La réunion où nous avons signé ces documents a eu lieu dans un bâtiment fédéral à Augusta, dans une salle de conférence sans fenêtre qui ressemblait plus à une salle d'interrogatoire qu'à un bureau. Il y avait des avocats présents et des hommes en costume qui ne se sont jamais présentés mais qui avaient clairement une autorité qui dépassait tout ce que la société forestière pouvait mobiliser. Ils nous ont posé des questions détaillées sur tout ce que nous avions vu et vécu, prenant des notes et se concertant occasionnellement dans des conversations chuchotées que nous n'étions pas censés entendre. La compensation était généreuse, suffisante pour remplacer l'équipement que nous avions perdu et fournir à chacune de nous, ce qui équivalait à 1 an de salaire en échange de notre silence. Mais il était clair que l'argent était secondaire par rapport à l'accord lui-même. Ils nous voulaient silencieuses et ils étaient prêts à payer le prix nécessaire pour s'assurer que notre histoire n'atteigne jamais le public. J'ai demandé à l'un des hommes en costume pourquoi c'était si important, pourquoi le gouvernement irait si loin pour dissimuler l'existence de créatures que la plupart des gens considéraient déjà comme des fantasmes. Sa réponse m'a glacé, plus que tout ce qui s'était passé dans la forêt. Parce que si les gens savaient qu'ils sont réels, dit-il, ils voudraient les trouver. Et s'ils les trouvaient, les créatures devraient réagir. Nous ne protégeons pas les créatures des gens, madame. Nous protégeons les gens des conséquences d'une confrontation forcée avec des êtres qui ont choisi de rester cachés. Les documents juridiques que nous avons signés étaient bien plus complets que les accords de non-divulgation typiques. Ils couvraient non seulement nos expériences avec les créatures, mais aussi toute information sur le chantier, les données satellites et la réponse du gouvernement à notre situation. La violation de l'accord entraînerait des poursuites pénales en vertu de lois fédérales relatives à la sécurité nationale. On nous faisait taire. Et nous comprenions toutes que la menace était réelle. La vérité, comme nous l'avons appris par des canaux non officiels au fil des années qui ont suivi, était que le gouvernement était au courant de l'existence de ces créatures depuis des décennies. De petites populations de ce que l'on ne pouvait décrire que comme des hominidés dérelicts vivaient dans les zones les plus reculées de la nature sauvage du Nord-Est, survivant dans des territoires soigneusement gérés pour minimiser les contacts avec les activités humaines. J'ai appris la plupart de cela d'un garde forestier à la retraite que j'ai rencontré dans un bar à Boston, environ 5 ans après notre rencontre. Il avait eu sa propre expérience dans les années 60 et avait passé sa carrière à regarder le gouvernement étouffer des rencontres similaires à la nôtre. Il m'a parlé de rapports classifiés datant des années 1930, de programmes de recherche qui étudiaient ces créatures depuis des générations, de politiques délibérées conçues pour maintenir les zones sauvages isolées spécifiquement pour protéger l'habitat des créatures. Il m'a également parlé des autres rencontres qui avaient eu lieu au fil des décennies. Des équipes de bûcherons, des groupes de chasseurs et des expéditions scientifiques qui étaient tombées sur le mauvais territoire et en avaient payé le prix. La plupart avaient été chassés, comme nous, par l'intimidation et la pression psychologique. Quelques-uns avaient complètement disparu, leur sort dissimulé par de faux rapports d'accidents et de panne d'équipement. Les créatures, disait-il, étaient généralement pacifiques, mais elles protégeaient leur territoire avec toute la force nécessaire.
Le garde forestier buvait beaucoup en parlant, et je pouvais voir le même regard hanté dans ses yeux que celui que je voyais dans mon propre miroir chaque matin. Ce qu'il avait vécu dans ces forêts ne l'avait jamais quitté non plus. Nous étions tous les deux membres d'un club secret que personne ne voulait rejoindre, des survivants de rencontres que le monde n'était pas prêt à reconnaître. Notre exploitation forestière avait, par inadvertance, empiété sur l'une de ces zones protégées, déclenchant la réponse défensive que nous avions subie. Les créatures n'étaient pas les monstres primitifs des légendes, mais plutôt des êtres intelligents avec des structures sociales complexes et des stratégies de survie sophistiquées qui les avaient gardées cachées pendant des milliers d'années. Elles vivaient aux côtés de la civilisation humaine depuis avant l'histoire écrite, évitant le contact par une sélection minutieuse de l'habitat et un évitement délibéré des activités humaines. Les quelques rencontres qui avaient eu lieu au fil des décennies avaient été systématiquement étouffées pour protéger à la fois les créatures et les populations humaines qui pourraient paniquer si leur existence devenait largement connue. La connaissance de ces êtres par le gouvernement remontait aux premières études forestières des années 1930, lorsque les preuves de leur existence ont commencé à s'accumuler grâce aux rapports des bûcherons, des chasseurs et des arpenteurs gouvernementaux qui s'aventuraient dans les zones sauvages les plus profondes. Un programme de recherche classifié avait été mis en place pour étudier les créatures et surveiller leur population, tout en maintenant un secret absolu sur leur existence. Notre expérience n'était pas unique, mais c'était l'une des rencontres documentées les plus étendues avec ces êtres. Le fait que nous ayons maintenu une présence sur leur territoire pendant plus d'un mois avait permis aux chercheurs d'observer un comportement et une intelligence qui n'avaient jamais été enregistrés auparavant. Notre équipement avait été systématiquement étudié, puis caché pour empêcher toute preuve d'atteindre le public, sacrifié pour maintenir le secret qui avait protégé ces créatures pendant des générations. Les données de recherche collectées lors de notre rencontre ont apparemment contribué à une meilleure compréhension des capacités technologiques et de l'organisation sociale des créatures. La manière systématique dont elles avaient étudié notre équipement, appris à utiliser nos outils et coordonné leurs réponses à notre présence, a fourni un aperçu de leur intelligence et de leur adaptabilité qui n'avaient jamais été documentées auparavant. J'ai passé les 28 dernières années à essayer de digérer ce que j'ai vécu dans ces forêts du Maine. Les cauchemars se sont estompés avec le temps, mais je me réveille encore parfois en entendant ces vocalisations impossibles résonner. Dans mes rêves, ces appels profonds qui parlaient d'intelligence et de communication, selon des schémas que je ne pouvais pas comprendre, mais que je reconnaissais d'une manière ou d'une autre comme porteurs de sens. Les premières années après notre rencontre ont été les plus difficiles. Je ne pouvais pas dormir sans laisser les lumières allumées. Je ne pouvais pas passer devant une zone boisée sans sentir le picotement d'yeux invisibles sur mon dos. J'ai déménagé à Boston, puis à Providence, et enfin dans un petit appartement d'un immeuble de grande hauteur à Hartford, où je pouvais regarder par la fenêtre et ne voir aucun arbre sur des pâtés de maisons dans toutes les directions. Le béton et le verre me semblaient sûrs, d'une manière que les forêts ne le seraient plus jamais. J'ai essayé la thérapie, bien que je ne puisse pas dire au thérapeute la vérité sur ce qui s'était passé. J'ai dit que j'avais eu une expérience traumatisante dans les bois et je m'en suis tenu là. Elle m'a donné des techniques pour gérer l'anxiété et m'a prescrit des médicaments qui ont aidé avec les cauchemars, mais elle ne pouvait pas s'attaquer au problème fondamental. Je savais quelque chose sur le monde que la plupart des gens ne croiraient jamais, et cette connaissance m'avait changé de manière irréversible. Les autres femmes de notre équipe ont géré la situation à leur manière. Patricia s'est jetée à corps perdu dans le travail, acceptant tous les contrats qui se présentaient et se poussant à bout jusqu'à ce que son corps lâche. Rosa a déménagé dans le désert, aussi loin des forêts que possible, et est devenue opératrice d'engins lourds dans une mine de cuivre en Arizona. Jennifer a épousé un homme qui vivait dans le centre de Chicago et n'est plus jamais allé camper.
Maria a trouvé le réconfort dans sa foi, passant des heures à l'église à prier pour comprendre ce qu'elle avait vu. Nous sommes restés en contact pendant un certain temps, mais les conversations étaient toujours gênantes. Aucune de nous ne voulait parler de ce qui s'était passé, mais c'était toujours là, l'éléphant dans la pièce, le souvenir qui colorait toutes les autres expériences. Finalement, nous nous sommes éloignés, chacune gérant son traumatisme dans l'isolement parce que nous ne pouvions le partager avec personne d'autre. J'ai déménagé loin de toute grande forêt et j'ai choisi un travail qui me maintient dans les villes et les zones peuplées où la nature sauvage semble à une distance sûre. Mais je n'ai jamais oublié le sentiment d'être observé par quelque chose qui était à la fois plus et moins qu'humain. Quelque chose qui existait en dehors de notre compréhension du monde naturel. La connaissance de l'existence de telles créatures a changé ma compréhension du monde naturel de manière difficile à décrire. Nous partageons cette planète avec des êtres intelligents qui ont choisi de rester cachés, menant des vies parallèles dans les quelques zones sauvages restantes que le développement humain n'a pas détruites. Ce ne sont pas des monstres ou des mythes, mais des cohabitants de la Terre qui ont trouvé un moyen de survivre aux côtés d'une espèce dominante qui refuse de reconnaître leur existence. Ils nous observent depuis des milliers d'années, étudiant notre technologie et notre comportement, apprenant nos habitudes et nos faiblesses, et choisissant de rester cachés plutôt que d'établir un contact qui changerait tout pour nos deux espèces. L'impact psychologique de la rencontre a été durable et profond. Savoir que des êtres d'une telle intelligence et capacité existent mais restent cachés m'a fait remettre en question de nombreuses hypothèses sur la connaissance humaine et le monde naturel. Si des créatures aussi remarquables peuvent rester secrètes, quoi d'autre pourrait exister que nous ne connaissons pas ou que nous refusons de reconnaître ? Des reportages récents sur des projets de construction mystérieusement interrompus dans des zones reculées, sur du matériel retrouvé détruit de manière inexplicable par des moyens conventionnels, suggèrent que la pression du développement humain croissant rend ces rencontres plus fréquentes. Les territoires traditionnels des créatures sont empiétés par les routes, les développements et l'extraction des ressources, les forçant au contact avec les activités humaines malgré leur préférence évidente pour l'isolement. Le changement climatique et la déforestation réduisent les zones sauvages où ces êtres peuvent vivre sans être dérangés. À mesure que leur habitat se rétrécit et que les activités humaines s'étendent dans des zones auparavant reculées, des rencontres comme la nôtre deviennent inévitables. La capacité du gouvernement à supprimer les informations sur ces incidents atteint peut-être ses limites à mesure que la fréquence et l'ampleur des rencontres augmentent. Je raconte cette histoire maintenant parce que je crois que les gens ont le droit de savoir ce qui partagent les forêts avec eux. Les accords juridiques que j'ai signés sont peut-être encore en vigueur, mais je suis assez âgé maintenant pour que les conséquences importent moins que la vérité. Ces êtres magnifiques et terrifiants méritent reconnaissance et protection, non pas comme des sujets d'étude ou de gestion, mais comme des cohabitants d'un monde qui nous appartient à tous. Ma santé n'est plus ce qu'elle était, et j'ai passé trop d'années à porter ce secret seul. Les autres membres de notre équipe se sont dispersés aux quatre vents au fil des décennies. Patricia est décédée il y a 5 ans, emportant avec elle ses souvenirs de cet automne terrible. Rosa a déménagé en Arizona et refuse de parler de ce qui s'est passé même avec moi. Jennifer s'est mariée, a changé de nom et s'est construit une vie aussi loin des forêts que possible. Je suis la seule qui reste et qui se sent obligée de parler. Les hommes en costume nous ont avertis que rendre cela public entraînerait des poursuites, la ruine financière, toutes sortes de conséquences terribles. Mais ils ont aussi dit autre chose, quelque chose qui m'a hanté toutes ces années. Ils ont dit que les créatures elles-mêmes sauraient si nous parlions, qu'elles avaient des moyens de surveiller les communications humaines que nous ne pouvions pas comprendre, et que rompre notre silence pourrait attirer à nouveau leur attention sur nous. Pendant 28 ans, j'ai cru à cette menace. Pendant 28 ans, je suis restée silencieuse.
J'ai essayé d'oublier et je me suis construit une vie en ville où la forêt ne pouvait pas m'atteindre. Mais je suis fatigué d'avoir peur et je suis fatigué de porter ce poids seul et j'en suis venu à croire que la vérité est plus importante que ma sécurité personnelle. S'ils viennent me chercher, qu'ils viennent. J'ai vécu une longue vie et j'ai vu des choses que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux que le monde sache ce qu'il y a là-dehors, dans ces forêts anciennes, nous observant avec des yeux qui recèlent une intelligence que nous ne sommes pas prêts à reconnaître. La forêt se souvient de tout. Et quelque part dans ces bois profonds du nord du Maine et dans toutes les zones sauvages reculées d'Amérique du Nord, ils continuent d'observer et d'attendre, espérant que nous trouverons un moyen de coexister sans détruire l'équilibre ancien qui leur a permis de survivre pendant des milliers d'années. Ils étaient là avant nous, et si nous ne faisons pas attention, ils pourraient bien être là après nous aussi. Cette pensée ne m'apporte aucun réconfort, mais elle m'inspire une sorte de respect mêlé de crainte qui ne s'est jamais complètement estompé. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète et nous ne l'avons jamais été. La nature sauvage recèle des secrets que notre civilisation a choisi d'ignorer. Et l'un de ces secrets a traversé ma vie il y a 28 ans et a changé tout ce que je pensais savoir sur le monde. Certaines nuits, quand je suis éveillé et que les bruits de la ville s'estompent, je peux presque les entendre à nouveau. Ces appels profonds, résonnant à travers les crêtes des montagnes, portant des messages dans une langue plus ancienne que n'importe quelle langue humaine. Et je me demande ce qu'ils disent de nous, ce qu'ils pensent de l'espèce qui ne cesse de s'enfoncer plus loin dans leur territoire. Quel plan ils pourraient être en train de faire pour le jour où se cacher ne sera plus possible. J'espère ne jamais le savoir, mais je soupçonne que ce jour approche, que nous soyons prêts ou non. La forêt se souvient. Et moi aussi. Chaque automne, quand les feuilles commencent à changer de couleur et que l'air prend cette qualité vive qui me rappelle le Maine, je me surprends à penser à ces créatures dans la forêt. Je me demande si elles sont toujours là, dans les bois profonds où la société forestière n'est jamais retournée récolter. Je me demande si elles ont étendu leur territoire où l'on réduit à mesure que le développement humain s'enfonçait toujours plus loin dans la nature sauvage. Je me demande si elles pensent parfois aux 8 femmes qui ont envahi leur maison pendant 6 semaines, puis ont fui, terrorisées. Surtout, je me demande si nous aurions pu faire les choses différemment. Si nous avions su ce qu'il y avait là-bas, aurions-nous accepté ce contrat? Si nous avions compris à quoi nous avions affaire, aurions-nous pu trouver un moyen de coexister plutôt que de rivaliser? Les créatures voulaient clairement que nous partions, mais elles ne nous voulaient pas mortes. Elles nous ont donné toutes les occasions de partir avant que les choses n'escaladent au point de non-retour. À leur manière, elles ont été plus clémentes que nous ne l'aurions peut-être été à leur place. Ce sont des questions auxquelles je ne pourrai jamais répondre, et c'est peut-être bien ainsi. Certains mystères ne sont pas faits pour être résolus, certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies, et certains êtres ne sont pas faits pour être compris par des créatures comme nous, qui pensons posséder le monde simplement parce que nous avons construit des villes à sa surface. Mais je devais raconter cette histoire, même si personne ne me croit. Je devais mettre la vérité au grand jour, pour ce qu'elle vaut. La forêt se souvient de tout. Et quelque part, dans ces bois profonds du nord du Maine et dans toutes les zones sauvages reculées d'Amérique du Nord, ils continuent d'observer et d'attendre.